Alors la guerre d'Algérie, pour moi, c'est d'abord une guerre de décolonisation, bien entendu avec une guerre coloniale, parce que la conquête de l'Algérie commence en 1830, donc avec un débarquement des troupes françaises en Algérie. Mais très vite, on a vu une résistance quand même des populations des populations algériennes, donc 1870. Donc d'abord une guerre, d'abord de conquête, dans la mesure où il y a une très forte résistance des populations par rapport à l'intrusion coloniale française. Ensuite, et là je fais un grand saut dans l'histoire, il y a cette guerre de décolonisation, parce que ne pas oublier qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même une nouvelle phase qui s'ouvre, c'est qu'un peu partout dans le monde colonial, il y a donc des revendications d'indépendance. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, il y a une sorte de nouvelle phase de cette guerre d'Algérie qui reprend. De mon point de vue, la guerre d'Algérie ne commence pas à partir de 1945, c'est 1830-1962. Et donc il y a une nouvelle phase, donc avec le massacre de Sétif en 1947. Ensuite, on a la période 1954 qui voit encore une confrontation assez brutale. Et bien entendu, il y a la naissance du Front de Libération Nationale, donc un mouvement de lutte armée de l'Algérie. Et finalement, il a fallu attendre quand même le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Et puis des négociations, finalement des négociations entre autorités françaises et autorités algériennes qui mettent fin donc à la guerre qui se termine en 1962. Juste aussi préciser que c'est quand même une guerre où on voit, j'ai envie de dire, de la violence et des exactions de part et d'autre. Donc une volonté des Algériens de libérer leur pays, donc avec aussi des exactions du FLN par rapport, on l'a vu, aux harkis, mais aussi par rapport aux troupes françaises et aux colons français, mais aussi de l'autre côté, en métropole, même en France, on a ce qui s'est passé en 1961, mais aussi de la part de l'armée française quand même, l'usage de la torture à l'intérieur même de l'Algérie. Ah, c'est une violence qui va marquer profondément les mémoires, dans la mesure où c'est une violence partagée, et surtout, cette violence, je pense, va créer l'idée de la victimisation en tant que telle. Donc, violence aussi qui crée une victimisation, puisque le FLN va se sentir victime de répression de la part des troupes françaises, mais aussi les harkis qui, suite à la fin de la guerre d'Algérie, ont été amenés à quitter l'Algérie, puisque ces harkis-là étaient même en but à des exactions et à une violence de la part du FLN qui les considérait comme étant des traîtres. Mais aussi, c'est pas terminé, une violence aussi qu'on voit en métropole par rapport aux Algériens. Donc vous voyez, on est là dans les fondements même de ce mémoire, une mémoire fondée certes sur la violence, mais aussi sur une victimisation, j'ai envie de dire une victimisation collective. Il faut d'abord considérer que le terme de guerre ne pouvait pas être utilisé dans les périodes de 45, si je prends une période courte, 45, les années 50 et 60, dans la mesure où la France considérait quand même l'Algérie comme étant partie intégrante du territoire français. Et surtout pour l'autorité française, c'était une opération de maintien de l'ordre dans un territoire français. Donc le terme de guerre ne pouvait pas être utilisé. Et je pense qu'on utilisait le terme à partir des années 60. On utilisait le terme les événements d'Algérie. Je pense qu'il y a une sorte de pudeur quand même qui cachait une réalité, une vraie guerre coloniale qui se produit dans une colonie française. Et je crois que le terme de guerre d'Algérie a été utilisé dans les années 90. Donc vous voyez, plus de 30 ans après la guerre d'Algérie, finalement il y a un effort, l'oubli, on quitte l'oubli et finalement on reconnaît qu'en Algérie, il y a eu une guerre. Ce n'était pas seulement une opération de maintien de l'ordre de la part de l'armée française. Donc je pense que là, on restaure, on redonne quand même à l'histoire ses lettres de noblesse, puisqu'on utilise le vrai mot pour décrire ce qui s'est passé ici, en Algérie. Ben, on l'a vu, la guerre d'Algérie, c'est quand même la France et l'Algérie en guerre. Et donc ici, on peut parler quand même de mémoire plurielle, de mémoire éclatée.
D'abord, vous l'avez dit, il y a quand même la mémoire métropolitaine. C'est qu'en France, tout se passe comme s'il y a une sorte d'oubli qui frappe la société française jusque, je pense, dans les années 80, 90, où on n'osait même pas utiliser le terme de guerre d'Algérie, ne quand même pas oublier que l'État français a quand même joué un rôle clé. Et ce qu'il faut quand même pas oublier à travers l'État français, c'est que beaucoup de dirigeants actuels de la France, et même des dirigeants aussi des années 90, ont été soldats de l'armée française en Algérie. Donc ceux-là ont véritablement une idée, une certaine mémoire de la guerre d'Algérie. Et dans cette mémoire, c'est quand même la France qui perd une partie de son territoire. Ça, je pense que c'est très important. Et surtout, une mémoire officielle quand même, parce que c'est l'État qui intervient. Et donc, à partir des années 90, là, véritablement, on parle de cette guerre. Et je crois que l'État français a pris ses responsabilités, en tout cas, d'en parler. Et je pense que les lieux de mémoire sont en train d'être constitués autour de cette guerre d'Algérie. Bien entendu, mémoire extrêmement difficile à aborder en France, surtout de l'État français. Qui se souvient aussi de la guerre d'Algérie? On peut parler des Pieds Noirs. Là aussi, une autre mémoire extrêmement douloureuse. Donc les Pieds Noirs, c'est les Français qui sont nés en Algérie. Ne pas oublier quand même que suite à la conquête 1830, il y a 1870 à la fin du siècle, il y a quand même des Alsaciens lorrains qui vont peupler l'Algérie. L'Algérie étant une colonie de peuplement. Et 1830 à 1962, on était là depuis 130 ans. Quand on interroge des personnes, on sait très bien, et j'ai travaillé sur les populations européennes en Algérie, parce que je fais une thèse sur les Espagnols en Oranie, en Algérie, et on s'aperçoit très bien que les Espagnols n'arrivent pas en 1830. Massivement, ils arrivent après 1860, voire 1870. Donc, c'est plus déjà 1830... 1962, mais c'est 1870, 1962. Donc il y a plus 130 ans, mais il y a plus que 90 ans. Ça compte. Ça fait une génération et demie en moins. Hein. Idem pour les Italiens, hein, qui viennent aussi tardivement. Hein. Idem pour les Anglo-Maltais. On oublie quelque chose qui est capital pour comprendre l'Algérie, c'est que si on fait le total des Français d'Algérie qui ne sont pas d'origine métropolitaine, on arrive à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe à 70% de la population française qui n'est pas originaire de métropole. Juifs, bon, quelques musulmans, mais très, très rares, mais surtout espagnols, italiens, maltais, allemands, suisses, etc. Et c'est quand même des personnes qui sont venues en Algérie et dans leur esprit, je pense que c'était une terre vierge à exploiter. Et pour cela, effectivement, il y a le sentiment d'avoir été abandonné par, c'est clair, par la France en acceptant l'idée de décoloniser l'Algérie. Et pour cela aussi, il y a toujours ce rêve, je veux dire, pas un rêve, mais il y a toujours ce sentiment d'avoir abandonné une terre. Qui, quelque part, leur appartenait en tant que tel. En fait, sur les 300 ouvrages recensés, de 1962 à 2000, à 1999, avec un étudiant, j'ai recensé 450 ouvrages de rapatriés d'Algérie, dont 95% à compte d'auteur. Ce qui veut dire aussi pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent publier, dire des choses, témoigner. Hein. Et dans un premier temps, ceux qui témoignent, plutôt celles qui témoignent, ce sont des femmes, dès 62. Des femmes, des militaires, parfois des politiques. Alors on a aussi j'ai peut-être dit des dirigeants de l'OAS qui écrivent aux alentours des années 65-66. Et puis on arrive petit à petit à ce que ce soit des hommes qui prennent la plume
et qui laissent des témoignages, mais on est déjà dans les années 70, 72, et donc là, on s'aperçoit de plus en plus à la reconstruction. Reconstruction intellectuelle, voire construction tout court. En ce sens que, parfois, des personnes racontent ou écrivent, ou même en témoignage, j'en ai eu qui m'ont raconté des événements auxquels ils n'avaient pas participé. Mais ça faisait partie de leur mémoire. J'ai vécu ça. Je dis, mais où vous habitiez à 300 km, mais ça fait rien. Il avait quand même vécu ça. C'est-à-dire que là où moi, j'ai commencé à prendre conscience, je dirais, des dangers de la mémoire, c'est qu'à un moment donné, on était dans quelque chose qui était de l'affectif, pas de la reconstruction, de la construction d'un événement, de quelque chose qu'on n'avait pas vécu, mais on nous l'avait tellement raconté, c'est la personne qui me raconte ça, on me l'a tellement raconté que finalement, je me la suis appropriée, cette mémoire. Mais en même temps, on peut se dire, moi ça m'a obligé à réfléchir sur ma mémoire à moi, sur ma propre mémoire, et je me disais, après tout, moi j'étais pas français en 1789. Pourtant, je me suis bien approprié la mémoire des Marseillais qui sont montés pour défendre la République, etc. Je me dis, après tout, pourquoi pas? On peut s'approprier une mémoire, même si on n'a pas, ou un événement, même si on n'a pas automatiquement vécu. Donc, on a des hommes qui interviennent. Alors, autant les livres alors on voit bien les livres des dirigeants de l'Ouest, que ça peut être, c'est des plaidoyers pro-domo, carrément à l'inverse de certainement les vôtres. Les bons, c'est nous, les méchants sont de l'autre côté. Grosso modo, c'est à peu près ça. Ceux des militaires, c'est carrément les opérations militaires. Alors ils décrivent ça assez dans le détail. Et les femmes décrivent le quotidien, effectivement. C'est souvent d'ailleurs, pour les femmes, ces mémoires-là, ce sont des mémoires souffrantes. Quand on arrive aux hommes, c'est un peu différent. Quelques années plus tard, il y a la volonté de décrire un système. Des monographies. Alors, bon, j'ai vécu à Sidi Bel Abbès, donc je fais l'histoire de Sidi Bel Abbès. Et donc, l'histoire que je vais raconter, c'est la vraie, puisque j'y ai vécu. Et on convoque là, non pas l'historien, mais on convoque les archives, ou le document d'archives, un peu comme vous l'avez dit, pour ajouter du crédit à ce qu'on va dire. Bien entendu, on prend que ce qui nous intéresse. C'est un peu le témoin ne dit pas toujours tout, il va dire ce qui l'intéresse ou ce qui le gêne le moins, ou alors quand on arrive à le pousser dans ses retranchements, de temps en temps, il arrive à nous dire que c'est pas tout à fait comme ça. Et là, on a une production qui montre un peu... on est passé de l'Algérie souffrante des femmes, de l'Algérie des drames, à une Algérie heureuse, mais qui a commencé, on va dire, en 1830 et qui se termine en 1954, l'Algérie heureuse. L'Algérie un peu heureuse, insouciante. C'est que ces ouvrages, à compte d'auteur, passent souvent inaperçus. La presse ne les relaie pas, ça passe inaperçu, sauf dans le réseau de sociabilité. Parce que la grande force de cette transmission de mémoire, et je mets toujours mémoire, ces transmissions de mémoire, des mémoires au pluriel, c'est que ces transmissions vont avoir comme principal réseau, on va dire, les multiples associations qui se créent. Et là, on a 3 types d'associations qui vont se créer, qui se créent à partir de 56, même 1956. On a les associations qui revendiquent 2 thèmes, l'indemnisation et la défense des intérêts des rapatriés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces associations
très tôt, vont organiser des manifestations, mais qui peuvent être des rassemblements assez importants. Effectivement, dans ces grands rassemblements, ces ouvrages-là vont se vendre comme des petits pains. Ce qui va accroître, en fait, cette sensation et ce sentiment d'être encore moins entendu, parce que toutes les mémoires vont se balader comme ça dans les familles, en disant ben, un tel a vécu ça, un tel a fait que ça. Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas important. Hein, c'est la force du témoignage, enfin témoignage entre guillemets, en tout cas du récit, hein, qui est là. Mais l'ensemble, au fur et à mesure que cette mémoire un peu souffrante est en train de grossir, on a, contrairement alors à l'Algérie, en France, un climat politique, social, éducatif, tout ce qu'on veut, et qui n'entend pas ces demandes-là, et qui va repousser ces demandes-là. C'est-à-dire que ça reste de l'ordre... on est en France dans une situation d'amnésie. Donc, l'amnésie, c'est bien le contraire de la mémoire, hein, ou des mémoires. On ne veut plus entendre parler de ces histoires-là. Alors qu'en Algérie, au contraire, on a une hypertrophie de cette mémoire et de cette mémoire combattante. À cette première vague d'associations, il y en a une deuxième, mais qui accompagne aussi la production des ouvrages ou des mémoires, qui commence effectivement dans les années 70, 68-70. C'est des associations, on dirait, à vocation géographique ou thématique. Les anciens du lycée d'Oran, les anciens de Lamartine, les anciens de l'Oranie, etc. Voilà. Donc, ces associations n'ont pas organisent beaucoup de manifestations, de réunions, mais là, on est carrément dans une sorte de folklorisation, hein, de cette partie de l'Algérie, qu'on appelait la folklorisation paella couscous. Mais il n'empêche que ça rassemble plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, et que il y a toujours des stands d'ouvrages et des personnes qui viennent raconter ou témoigner de leur histoire particulière. Mais à terme, effectivement, à terme, ces associations sont appelées à disparaître. Comme vous le disiez, les personnes, les anciens de Lamartine, dans quelques années, il n'y en aura plus beaucoup. Et puis, milieu des années 70, et puis surtout début des années 80, troisième type d'association, les associations à vocation culturelle qui se créent. Vocation culturelle, et puis c'est la première association culturelle qui se crée comme ça, c'est le Cercle algérianiste, c'est sauver une culture en péril. Alors, ce qui est intéressant dans cette troisième association, c'est que petit à petit, ils vont déterminer trois types d'exil qu'on retrouve dans nos livres. Il y a d'abord l'exil d'extructeurs. Finalement, la France n'apporte rien, on n'y est pas bien en France, on ne se sent pas français, donc on est en exil perpétuel, la France nous a mal accueillis, etc. Vous aviez l'exil de la page tournée, c'est-à-dire ça y est, on a reconstruit en France, hein, on n'a pas tout recommencé comme disait très justement Benjamin Stora, mais on a reconstruit quelque chose en France. Donc maintenant, ça va mieux, les enfants vont mieux, donc on tourne la page et on passe à autre chose. Et puis un troisième exil, qui est l'exil cultivé. L'exil cultivé qui va très loin. L'exil cultivé, c'est en même temps se dire, on est français, mais quelle est notre part d'algérianité là-dedans? Et finalement, on va s'apercevoir qu'il y a un troisième espace dans la mémoire qui va s'ouvrir et qui est extrêmement important et qui a commencé dans les années 94-95 en France, dans les associations, c'est de se dire, je suis pied noir, donc pour la France, je suis un Français de là-bas. Hein.
donc un Français pas tout à fait comme les autres. Mais avant d'être Français de là-bas, j'étais quoi? J'étais bon, un petit peu rapatrié, mais j'étais Français d'Algérie. Oui. Et la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que j'étais avant d'être Français d'Algérie? Et ce qu'on retrouve pour les Juifs qui se posent la question, on va le retrouver pour les Espagnols, on va le retrouver pour les Italiens, on va le retrouver pour les Maltais, on va le retrouver, mais y compris pour les régionaux français. On va le retrouver pour les Allemands, pour les Suisses, etc. C'est-à-dire, avant j'étais quoi? Ah ben j'étais italien. Ah tiens, bon, mais j'étais pas qu'italien, parce qu'avec les mélanges, on sait comment ça a fonctionné en Algérie, cet exil cultivé est en train de, justement, cultiver plusieurs espaces. L'espace français, l'espace d'aujourd'hui, l'espace d'hier, qui est celui de l'Algérie, mais l'espace d'avant-hier. Et ils s'aperçoivent très facilement que l'espace d'avant-hier, il est beaucoup plus varié que ça. Quand vous interrogez les personnes, ils disent « Oui, bon, j'ai un nom italien, mais en fait, même j'ai une grand-mère espagnole, puis j'ai une arrière-grand-mère auvergnate, et puis peut-être alsacien. Dites-vous bien qu'il n'y en a pas. Enfin, qu'il n'y en a pas. C'est rare, les ancêtres alsaciens en Algérie. Tout le monde a un ancêtre alsacien en Algérie, toutes les familles, ça veut dire qu'on est bien français. Mais en réalité, c'est faux. Même Camus pensait qu'il avait une arrière-grand-mère ou une grand-mère alsacienne pour se dire on était français, alors que c'était moitié bordelais et moitié mahonnais. Maintenant, il y a le cas des harkis. Donc les harkis, c'est les supplétifs algériens qui ont combattu dans les rangs de l'armée française en Algérie. Et cela, il est clair que la mémoire aussi de ces supplétifs, de ces anciens supplétifs, a été extrêmement douloureuse dans la mesure où ils étaient en but au FLN et donc ont été emmenés en métropole. Et donc venant, considérés par le FLN comme étant des traîtres. Et pour ceux, effectivement, la mémoire, c'est, on a combattu dans les rangs de l'armée française, on a quand même contribué à défendre la France quelque part dans ce cadre de cette guerre d'Algérie. Et surtout, il y a l'idée qu'on a été oublié aussi quelque part dans cette mémoire-là. On ne parle pas beaucoup de nous. En France, on parle plutôt d'une mémoire officielle, etc. De l'autre côté, peut-être, il y a quand même les Algériens d'Algérie. D'ailleurs, on voit de temps en temps des pics de tension entre Algérie et France, dans la mesure où on voit quand même que de part et d'autre de la Méditerranée, je veux dire, la mémoire n'est pas la même. Parce que du côté algérien, il y a de la part d'anciens membres du FLN, mais aussi d'une partie de la population, l'idée de victime. On a été victime d'une domination coloniale et en 1962, on s'est départi de cette domination coloniale. Mais aussi, il y a l'autre idée, c'est aussi cette mémoire qui glorifie le combat des Algériens contre une domination coloniale. C'est vraiment un peuple algérien qui lutte pour prendre son indépendance. Donc je pense que ça aussi, c'est une mémoire qu'il faudrait garder. Mais en même temps, dans cette mémoire, et là j'introduirai une sous-mémoire, c'est que du fait que l'Algérie a eu beaucoup de difficultés à assurer sa décolonisation, de temps en temps, on peut peut-être sentir chez certaines personnes un certain regret peut-être de la fin de cette guerre. Donc je pense que ça aussi, ça peut être un élément intéressant. Disons, le monde des livres algériens donc, offre depuis quelques années, depuis quelques décennies, j'exagère quand même, depuis quelques décennies plutôt, aux lecteurs une série de textes rédigés souvent, aussi il faut le savoir, par, disons, les acteurs du mouvement national, donc qui ont été à un titre ou un autre des militants, qui ont eu des responsabilités dans les différents partis politiques représentés dans leur ensemble le mouvement national, et qui ont été aussi, souvent, aussi acteurs, donc ont participé à la guerre de libération. Alors ceux qui produisent
des textes ont généralement participé de près ou de loin, disons, à l'animation du mouvement national ou à la guerre de libération. Alors, on rencontre beaucoup de figures historiques, comme Hussein Ait Ahmed ou Mohamed Boudiaf, ou des anciens, disons, des anciens membres de l'organisation spéciale. Et à côté, disons, des figures historiques, nous avons également des chefs de zone ou des chefs de wilaya, donc qui ont été responsables, qui ont occupé des responsabilités pendant la guerre de 1954 à 1962, des responsables de la Fédération de France, des officiers de la LN, des dirigeants aussi du GPRA, c'est-à-dire du gouvernement provisoire de la République algérienne. Mais ceci dit, les autres tendances du mouvement national ne sont pas moins représentées, puisque Farhat Abbas aussi a écrit qu'il était donc le représentant de la tendance de ce qu'on appelle l'Union démocratique et du manifeste algérien, Abdelhamid Benzine et Bachir Hadj Ali, tous deux du PCA, pour ne citer que ces deux noms, Cheikh Mohamed Khaireddine de l'association des Ulama, Ahmed Tawfiq al-Madani et bien d'autres. Chacun donc de ces auteurs se sent doublement obligé de témoigner et de s'acquitter d'une sorte de dette, disons, morale vis-à-vis de ceux qui ne sont, d'abord ceux qui ne sont plus, ceux qui sont morts, mais également de se souvenir de tout et de tous. Et donc nous voici donc en présence d'une espèce de mémoire obligée, pour reprendre l'expression que j'emprunte à Paul Ricoeur, et qui aurait été si longtemps, disons, ou qui aurait été tout un temps bridée, et qui voudrait mettre un terme justement à une mémoire qui aurait été, disons, plus ou moins manipulée, ou en tout cas une mémoire donc plus ou moins fausse. Et donc là, nous sommes face à une préoccupation majeure, à vouloir remplir, disons, le devoir de mémoire, et qui demande tout de même à être relié, disons, au contexte particulier qui prévaut en Algérie durant donc ces 40 dernières années. Il y a ce que j'appellerais un désir de mémoire qui est exprimé, disons, par la jeunesse, d'une manière générale, à travers la création de nombreuses associations culturelles, ce qui n'a pas manqué donc d'interpeller la conscience de nombreux protagonistes du mouvement national et de la guerre de libération. Ceci dit, s'il est difficile de trouver une relation, disons, de cause à effet entre le désir des uns et des autres, il n'en demeure pas moins que l'exercice d'écriture se situe quelque part justement dans cette convergence entre désir de mémoire d'une part et devoir de mémoire d'autre part, et que ce désir, disons, cet exercice d'écriture tente aussi de répondre au malaise éprouvé par la communauté nationale, disons, dans son ensemble, quant à un passé récent et douloureux et une conjoncture pour le moins très 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 difficile, dont on n'est pas encore sorti. Donc s'il y a devoir de mémoire, il sert d'abord, disons, à solder les comptes des conflits qui n'ont pas manqué d'exister au sein donc du mouvement national ou durant la guerre. Enfin, je pense qu'il y a un troisième point sur lequel il faudrait insister pour expliquer justement cette émergence de la mémoire, c'est la fin quand même du monopole de l'État sur l'édition, et donc ça aussi c'est un des effets du changement des années 80. Le monopole était exercé jusque-là par ce qu'on appelle en Algérie la SNED, c'est-à-dire la Société nationale d'édition et de diffusion. Et bien entendu, il faut avoir à l'idée toute la censure qu'elle pratiquait. C'est ainsi que donc la publication des premiers textes de témoignages, ils ont été publiés ici en France, donc n'ont pas été commercialisés en Algérie, même si bien sûr, cela va sans dire, ils circulaient sous le manteau. En filigrane, cette profusion mémorielle est le signe aussi de la fin d'un consensus
nationale, en même temps qu'elle est aussi le révélateur, disons, d'une crise identitaire que traverse la société algérienne d'une façon générale. Alors, parmi les thèmes récurrents qui reviennent d'un livre à l'autre et qui sont évoqués, disons, selon la sensibilité des uns et des autres, il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que ça part, j'allais dire, un peu dans tous les sens, et la pluralité de ces thèmes cette pluralité de thèmes permet de saisir les lignes de force d'un immense chantier, disons, d'écriture de la mémoire, de la résistance, disons, dans son ensemble, guerre comprise. Là aussi, dans la mémoire collective des nationalistes algériens, la position du Parti communiste algérien et la position du Parti communiste français surtout est très très mal vécue, puisqu'il y a quelques mois après le déclenchement de la lutte armée en Algérie, le vote des pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale, et le Parti communiste se joint au Parti socialiste pour voter les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire tous les pouvoirs pour pouvoir réprimer cette insurrection armée qui a commencé à se développer. Le 14 novembre 1954, le comité central du Parti communiste algérien définit 2 tâches essentielles pour les communistes: agir et engager et développer les actions politiques de masse autour des revendications les plus sensibles. Alors, quelles sont ces revendications les plus sensibles? Elles ne sont pas dites. Contre la répression, pour l'application des dispositions progressistes du statut de 1947. Un statut qui définit une sorte de gouvernement de l'Algérie représenté par 2 assemblées, une assemblée premier collège et une assemblée deuxième collège où siégeraient les indigènes. Donc il y a vraiment une tergiversation sur la question des moyens de passer à cette Algérie indépendante, alors que sur le terrain, les gens sont déjà passés à l'acte. Et là, nous avons enfin un trouble qui gagne les militants communistes cette fois, et ces militants communistes, beaucoup d'entre eux qui décident, eux aussi, d'envisager le passage à une forme plus radicale de revendication de l'indépendance, c'est-à-dire de passage à la lutte armée. Et c'est essentiellement vers le mois de juin 1955 que une session du comité central du Parti communiste algérien prend la décision de créer les combattants de la liberté, c'est-à-dire les premiers noyaux des maquis communistes qui vont tenter de s'installer en Algérie. Les maquis communistes et les militants qui, contre parfois l'avis du parti ou sans l'avis du parti, rejoignent les maquis, vont avoir d'énormes problèmes, premièrement parce que leur position politique par rapport au maquis du FLN et de l'ALN surtout n'est pas complètement claire par rapport au Parti communiste d'une part, puisqu'il n'a pas encore pris une décision définitive concernant le passage à la lutte armée, puisque ça s'est passé avant la constitution des combattants de la liberté, des CDL, et après la constitution des CDL, il n'y a pas eu de négociation entre le FLN et le PCA pour cette installation de maquis. Ce qui fait que beaucoup de ces militants communistes qui ont pris les armes, et particulièrement le groupe qui s'est réuni autour de l'aspirant Maillot, membre du Parti communiste et qui constitue le premier maquis dans la région d'Orléansville, va se trouver pris en étau, à la fois d'un côté par les éléments de l'armée française, par les auxiliaires de l'armée française, les Harkis autour du Bachar Boualem, et enfin par les maquis de l'ALN, de l'armée de libération nationale. Cette hostilité a amené à des liquidations physiques, à des purges, donc à des
des exécutions de militants communistes qui avaient rejoint les maquis. Mais il faut préciser que dans l'historiographie communiste concernant ces maquis, concernant les liquidations par les nationalistes des militants communistes, il n'y a pas suffisamment de mise en contexte parce que Mohamed Harbi étant là aussi pourra en témoigner. La question de la relation aux politiques et surtout la question de la relation aux intellectuels est une question conflictuelle à l'intérieur du FLN comme à l'intérieur de l'ALN, et des liquidations et des purges ont aussi touché d'autres militants nationalistes pour des motifs qui sont des motifs de la relation entre politique et militaire, entre intellectuels et cadres paysans. Donc il y a dans ces évocations, dans ces relations, une sorte de mémoire croisée entre des militants communistes qui finissent par rattraper au fur et à mesure le temps de l'histoire, c'est-à-dire la séparation par la voie, par la violence, par la voie des armes par rapport à la France, vis-à-vis de la France, mais qui restent convaincus, beaucoup l'ont payé de leur propre vie, de leur doctrine, de leurs engagements, de leur attachement au Parti communiste, mais qui aussi envisagent une Algérie qui serait une Algérie donc citoyenne, où chacune des communautés, chacun des partis, chacune des représentations aurait droit de cité. Tandis que, à côté, parallèlement, le gros des troupes du FLN et de l'ALN continue d'évoluer vers la formation d'une entité nationale qui soit plus communautaire, donc plus unitaire et unicitaire, et qui finit en fait avec les crises successives que nous avons connues dans la période postcoloniale. C'est une histoire qui reste à faire, à croiser avec les témoignages des uns et des autres, et sortir un peu de cette disons, évocation et de cette relation de type névrotique et compulsive de l'affrontement, du malentendu entre communistes et nationalistes. Je pense qu'il y a du travail à faire, beaucoup de choses à revoir, à retrouver et à confronter les mémoires des militants, les mémoires des responsables des partis communistes ou nationalistes avec l'histoire des faits, l'histoire disons, revisiter les sources aussi, les sources écrites que nous n'avons pas encore suffisamment travaillées, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour les raisons du point aveugle qui hypothèque, dans beaucoup de cas, une histoire dépassionnée, non seulement de la décolonisation, mais une histoire dépassionnée du rapport entre communisme et nationalisme autour de la question nationale et coloniale. Les voyages, pèlerinages aux sources, donc renouer avec une mémoire plus ancienne que la seule mémoire d'Algérie, c'est quand même important, ça a toujours beaucoup de succès, mais ça mord très difficilement sur, on va appeler les jeunes pieds noirs, ceux qui sont partis à moins de 10 ans ou à moins de 15 ans, ça mord pas. C'est-à-dire que, ou alors, ces jeunes pieds noirs, et là, et je terminerai là-dessus, ce qui les intéresse, c'est véritablement l'histoire. C'est-à-dire, quand vous regardez les bibliothèques des parents, c'est des livres de mémoire, quand vous regardez les bibliothèques des enfants, ce sont des livres d'histoire. Peut-être faire une remise en contexte. Donc, c'est des jeunes qui sont nés en Algérie. Et je pense que là, on peut peut-être relier cette mémoire, cette production mémorielle que vous venez de souligner, une mémoire confortable, par rapport aussi à l'histoire de ces gens en France, en tant que tel, leur parcours d'immigration. Parce que bon, peut-être que quelque part, les parents ont beaucoup insisté sur cette guerre d'Algérie, sur cette victoire. Parce que n'oublions pas, pour les Algériens, c'est une victoire. C'est la fin de la domination coloniale française, de la domination française. Et que donc, probablement, c'est une histoire qui a été édulcorée aussi. Mais aussi, c'est une histoire confortable, comme vous le dites. On a été une nation qui a su vaincre une puissance coloniale en tant que telle. Mais aussi, et c'est peut-être un phénomène qu'on voit de temps en temps, le fait de ne pas avoir connu l'Algérie
pousse forcément à glorifier tout ce qui vient de l'Algérie et à glorifier le passé de l'Algérie. Et aussi du fait des difficultés de l'immigration. Et là, il faut questionner quand même la situation de l'intégration des jeunes issus de l'immigration en France. Et je pense que là, du fait peut-être de déception, ça amène probablement un certain nombre de groupes de jeunes algériens à aussi glorifier un passé algérien dont ils font partie certes, mais qu'aujourd'hui c'est des citoyens français en tant que tels. Mais par contre, de la part des jeunes français, je sens quand même une certaine curiosité par rapport à la guerre d'Algérie. Je me souviens avoir enseigné un cours en primaire sur la guerre d'Algérie en France même, et voir vraiment dans la classe des discussions extraordinaires entre jeunes issus de l'immigration algérienne et des jeunes français. Donc on voit aussi que de la part des jeunes français, il y a toute une mémoire qui s'est développée. Donc je pense que aussi la transmission s'est faite des deux côtés. Mais je pense qu'au niveau de la France, la transmission s'est faite surtout, je pense que les médias jouent un rôle clé, mais du côté algérien, peut-être que le fait qu'il y ait une déception par rapport à la politique d'immigration amène probablement une certaine mémoire confortable dont vous parlez, mais aussi une mémoire qu'on crée en tant que telle. Donc je pense que là, il y a peut-être des éléments à explorer, mais en France, par rapport aux jeunes immigrés d'origine algérienne, mais aussi de la part même des jeunes français qui ne connaissent pas la guerre d'Algérie, mais qui ont des opinions là-dessus. Donc vous voyez, il y a un petit peu l'éclatement des mémoires et aussi le conflit de mémoire. Parce que bon, les pieds noirs diront aux Algériens d'Algérie, vous n'avez pas plus souffert que nous. Nous aussi, on a souffert de cette guerre. Les Harkis aussi, pourraient dire, nous aussi, on a souffert. Donc, et surtout de part et d'autre de la Méditerranée, d'ailleurs on le voit quand il y a eu rarement où on fait rencontrer des personnes françaises qui ont souffert de la guerre et des historiens algériens ou des membres du FLN, on voit bien que ces mémoires-là sont irréconciliables dans la mesure où chacun de son côté a souffert et a subi la guerre d'une certaine façon. Je pense que l'Algérie est à la fois un exemple unique, mais un exemple aussi qui peut, en fin de compte, recouper d'autres mémoires. Si je prends l'exemple de la guerre d'Indochine, qui est quand même un cas qui est similaire au cas de la France. Là aussi, dans le cas de l'Indochine, vous avez des mémoires, c'est vraiment utiliser le pluriel, il y a des mémoires, il y a des conflits de mémoire, et surtout, les lieux de mémoire sont différents, je pense. Mais en même temps, il y a une spécificité à l'Algérie, dans la mesure où, je crois que l'Algérie a été le dernier territoire français, quand même, à être décolonisé. Et effectivement, il y a une sorte de... Je dirais, au niveau de la presse française, il y a une sorte de surmédiatisation de la guerre d'Algérie par rapport à la guerre d'Indochine ou autre. Donc, explosion, ou du moins, je dirais, multiplicité des mémoires, on l'a vu tout à l'heure. On a le cas quand même de plusieurs groupes qui se sont impliqués dans cette guerre. On a parlé des Harkis, on a parlé des Pieds Noirs, on a parlé du FLN. Donc vous voyez, entre ces trois groupes déjà, la conception de la guerre d'Algérie peut différer, et surtout de la part de l'État français, quand même, qui prend parti, mais aussi de la part même, au sein de la classe politique française, je suis sûr que, je veux dire, la mémoire n'est pas la même. Par exemple, des socialistes, jusque très tardivement, ont été pour l'Algérie française. Donc le fait d'être pour une Algérie française, c'est quelque chose peut-être pour certains socialistes, c'est une idée qui arrive tardivement. Je pense qu'au Parti socialiste en France, si je ne me trompe, on parle de l'année 1961, où le Parti socialiste commence à concevoir l'idée d'une Algérie libérée en tant que telle. Et surtout, vous l'avez aussi souligné tout à l'heure, il y a aussi les générations. Donc il y a un passage du témoin, d'une génération à une autre, par le biais des parents qui ont subi cette guerre, il y a une transmission d'une génération à une autre, entre Français, mais aussi entre Algériens d'Algérie, mais aussi entre Algériens de France. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous visitez en Algérie, vous allez voir beaucoup de lieux de mémoire de l'institution, de l'État, ex-FLN, mais aussi en France, je pense que c'est un mécanisme qui s'est déclenché. Donc, brièvement, je dirais que du fait
et je crois que c'est peut-être une analyse qui est peut-être un peu simpliste, mais du fait de la multiplicité des protagonistes, on assiste aussi à une multiplicité des mémoires de part et d'autre de la Méditerranée, et même à l'intérieur de la France, parce que je ne l'ai pas souligné, mais à l'intérieur même de la France, la mémoire de la guerre d'Algérie est aussi éclatée au sein de l'opinion publique française. Hein? Certains peuvent le concevoir comme une guerre de libération, mais aussi pour d'autres, c'est une Algérie algérienne, mais une Algérie algérienne Algérie française qui devait rester dans le giron français. Et surtout de la part des Pieds Noirs, que j'ai effleuré tout à l'heure, de la part des Pieds Noirs, il est clair que c'est vraiment une partie de l'identité qu'on a perdue, mais aussi quelque part la terre natale. Hein. Donc, de part et d'autre de la Méditerranée, mais aussi à l'intérieur de ces groupes-là, on voit quand même une mémoire éclatée et parfois conflictuelle. Hein. Je pense que l'Algérie a été décolonisée en 1962, mais il n'y a qu'à suivre l'actualité française. À chaque fois que le débat sur la guerre d'Algérie survient, ou le débat sur la colonisation, tout de suite, on voit plusieurs opinions s'exprimer, aussi bien en France qu'en Algérie. Mais aussi, moi j'ai envie de dire que si l'Algérie est présente en France, encore de nos jours, du fait de l'immigration, du fait aussi des Pieds Noirs qui ont quand même un pied quelque part, qui sont nés en Afrique, on peut aussi dire que la France est présente aussi en Algérie. Puisque la mémoire de cette guerre d'Algérie, même de la part de la jeune génération algérienne, c'est une mémoire qui est extrêmement présente par le biais des parents, par le biais aussi de l'histoire qui est racontée à l'école, etc. Donc je me dis, s'il y a une imbrication des deux ensemble, ben, quelque part, il y aura peut-être intérêt, quelque part, pour assurer la coopération de ces deux pays, à ce qu'il y ait une sorte de pacification de ces deux mémoires en tant que telles. Donc du coup, il y a un effort qui doit être fait des deux côtés. Mais aussi, je pense que des deux côtés, j'espère qu'on le comprendra, c'est qu'on n'aura jamais une mémoire unique de la guerre d'Algérie. Et qu'il faudrait prendre en compte l'ensemble des mémoires, tenter une réconciliation, mais une réconciliation, je pense que c'est peut-être j'ai pas envie de dire un vœu pieux, je pense pas qu'on puisse aller vers une réconciliation des mémoires. Moi, je pense à une certaine pluralité des mémoires de cette guerre, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire, et du coup, on ne peut pas refaire, en fin de compte, comment on appelle ça, les mémoires, les deuils, etc. Je pense que c'est spécifique à chaque expérience et à chaque ensemble géographique. Je veux dire Algérie et France. Et pour répondre encore une fois à ta question, ben, réconciliation quelque part oui, et d'ailleurs je pense que c'est un phénomène qui s'est enclenché de réconciliation dans les faits, parce qu'on a vu il y a quelques années quand même pour la première fois des Algériens pieds noirs, des Français pieds noirs repartir en Algérie, visiter leur ancienne maison, visiter les terres qu'ils avaient développées, etc. Donc je pense que il faut se réconcilier d'un point de vue, en tout cas, pour faciliter les rapports entre les deux nations, etc. Mais en même temps, il me semble que la mémoire, quand même, reste éclatée et que chaque groupe, je pense, garde sa mémoire. Je suis historien, je ne suis pas mémorien. Et dans ces conflits de mémoire, il me semble que si on veut, à un moment donné, résoudre un peu ces conflits de mémoire, il n'y a que le retour à l'histoire et à la confrontation des diverses sources, c'est-à-dire archives, bien entendu témoignages, mais archives, témoignages, confronter les sources, les mettre sous notre appareil, sous l'appareil critique que l'historien s'est donné, on va dire, depuis un peu plus de 100 ans, depuis Seignobos jusqu'à Ricoeur, en passant par Marc Bloch. On a un appareil critique, on doit faire de l'histoire à travers cet appareil critique, et cet appareil critique, par son nom, il doit nous permettre d'interpeller ceux qui disent « c'est ma mémoire, donc j'ai raison ». C'est votre mémoire, elle a sa force, ça ne veut pas dire que vous avez automatiquement raison. Et à mon avis, seule l'histoire, et j'appelle à une histoire faite des deux côtés de la Méditerranée, hein, seule l'histoire apparaît à mes yeux comme le seul remède
commençant par les traces matérielles, qui, on doit le dire, véhiculent en soi aucun ou très peu d'éléments informatifs ou explicatifs quant à l'histoire d'une part de leur émergence en France, c'est-à-dire comment elles en sont arrivées à se trouver dans un lieu particulier en France, et très peu aussi sur l'histoire algérienne qu'elles sont censées inscrire dans l'espace public. Depuis 1962, on trouve des stèles qui sont collectives ou des stèles aussi qui sont privées, par exemple sous la forme d'ex-voto, ont été érigées dans certaines villes. Elles sont souvent excentrées ou dans des cimetières, stèles qui sont érigées à la mémoire soit des populations européennes et ou harkis, soit du combat de l'Algérie française, et là donc du combat qui se situe entre 54 et 62 plus précisément, et donc des figures historiques de l'OAS. Ces stèles, mémoriaux et monuments aux morts, militaires et civils, en fait, ne sont pas tous liés à la guerre d'indépendance. En témoigne le Mémorial national d'Avignon, qui a été exécuté par le sculpteur Martinez, originaire d'Oran, et inauguré en 1977 en présence des anciens combattants, y compris harkis, monument qui est chargé de symboliser tous les monuments aux morts qui de Saigon à Tananarive, en passant par Alger, citaient les noms des Français, je cite, autochtones compris, morts pour la France. On a également des rues, des salles municipales qui se sont vues attribuer les noms de personnages historiques qui sont liés soit à la guerre d'indépendance, côté Algérie française ou côté Algérie indépendante, soit encore des rues qui prennent le nom de personnages qui sont liés plus spécifiquement à la présence française en Algérie. Par ailleurs, on a aussi des centaines d'objets et de monuments qui ont été rapatriés par l'armée française, peu après l'indépendance de l'Algérie, par le Secours catholique et par des particuliers. Mais davantage que ces monuments, ce sont les objets et lieux religieux collectifs qui rencontrent une faveur et un investissement particulier dans les actes de commémoration liés à l'Algérie, en particulier chez les Pieds Noirs, auxquels s'associent parfois des harkis. Donc, ces objets et ces lieux qui ont une visée à la fois commémorative, religieuse et de retrouvailles d'une population qui est née dans sa grande majorité avant 62 en Algérie, intègrent parfois une dimension qui est plus spécifiquement politique, comme c'est le cas notamment des pèlerinages de Notre-Dame d'Afrique à Théoul-sur-Mer, donc dans les Alpes-Maritimes. Donc ces manifestations se déroulent sur un modèle plus ou moins similaire, avec un rassemblement religieux, une procession, la présence d'associations culturelles, une fête à caractère familial qui entraîne souvent la présence de forains. Je donnerai comme exemple les films qu'on réalise sur la guerre d'Algérie. Si on prend le cas de Rachid Boucharab, merci, on a surtout vu l'impact que ces films ont eu dans l'opinion publique française. En fin de compte, certains ont dit que bon, Rachid Bouchareb, du fait de ses origines, bien entendu, à travers ces films, il y a une certaine mémoire pro-algérienne qui marche là-dessus. Hein? Donc je pense qu'à travers la filmographie, on voit quand même que le conflit de mémoire ressurgit encore aujourd'hui. Deuxième point, c'est l'actualité. Quand il y a quelque chose qui se passe en Algérie, en général, il y a toujours une réaction en France. Ça, c'est assez extraordinaire. On l'a aussi vu quand M. Sarkozy allait faire une visite officielle en France il y a quelques années. Tout de suite, le débat sur la colonisation a été relancé. Donc, effectivement, c'est une thématique qui reste très actuelle. Les mémoires, je pense, sont là. Du fait aussi de l'immigration. Et je pense que l'immigration alimente la présence d'Algériens d'origine, de Français d'origine algérienne aussi, je pense, maintient la dynamique de ce mémoire-là. Mais aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, la guerre d'Algérie, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup d'acteurs en France sur la scène politique, beaucoup de personnes dans toutes les branches, je pense, de la société française. Il y a des gens qui ont eu un oncle, etc., qui a participé à la guerre d'Algérie. Donc, filmographie, par le biais de la présence d'immigrés, mais aussi, surtout, je crois que la presse, l'actualité joue un rôle clé. Mais aussi, n'oublions pas un dernier élément, à travers le soccer, à travers le football. On l'a vu il y a quelques années, quand l'hymne national française a été sifflé lors d'un match amical entre la France et l'Algérie. Tout de suite, on a vu l'opinion publique, le président de la République, tout le monde s'exprimer.
Autre élément, et ce sera peut-être le dernier point sur ce sujet, quand la France a décidé en 2005, hein, c'est par rapport à la loi sur la colonisation, de considérer que la colonisation a eu des aspects positifs, et en particulier en Algérie. On a tout de suite vu une réaction, surtout en Algérie, une vigoureuse réaction de la part même de l'État algérien. Donc vous voyez, là, on parlait de mémoire plurielle, on parlait de mémoire éclatée, mais je pense que du fait de l'ensemble des éléments que je viens d'amener, on peut quand même dire qu'elle est extrêmement présente encore de nos jours, cette mémoire.